Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Pour ceux qui sont avec nous depuis 6 heures ce matin, je vous le dis, je vous l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs, on va parler à partir de maintenant et jusqu'à 9 heures de diabète, d'hypertension artérielle et de toutes ces maladies qui sont liées quelquefois à de mauvais comportements alimentaires. Pour ce faire, j'ai la chance d'avoir sur le plateau avec moi 2 spécialistes. Tout d'abord, j'ai avec moi Emma Guimbaud. Bonjour Emma. Bonjour. Vous êtes infirmière à l'ARS et vous êtes coordinatrice de la campagne HTA Diabète qui va commencer la semaine prochaine à Mayotte. Oui, tout à fait. Et puis vous, Yasmina Combo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission au CROSS de Mayotte autour des thématiques du sport et de la santé. Du sport santé bien-être plus précisément. Sport santé bien-être, vous nous expliquerez la nuance. Oui. Alors, on dit, Emma, qu'à Mayotte aujourd'hui, 1 personne sur 6 souffre de diabète, ne le sait pas forcément, 1 sur 2 d'hypertension. C'est quand même des chiffres inquiétants, Emma. Oui, tout à fait. C'est les chiffres qui nous sont issus de l'enquête Santé publique France qui a eu lieu à Mayotte en 2019 et qui révèle des chiffres très importants de ces 2 pathologies. En France métropolitaine, on est à peu près à combien ? Pour comparer un peu, parce qu'on se dit 1 sur 6, 1 sur 2, bon, quand on ne connaît pas les maladies, on pourrait se dire, bon, bah oui, mais par rapport à la métropole, on est vraiment beaucoup au-dessus ? Oui, on est vraiment beaucoup au-dessus, oui. On est à combien, par exemple, sur le diabète en métropole ? Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais je dirais au moins 3 fois plus. Ah oui, 3 fois plus. Comment on arrive à avoir du diabète ? Je ne sais pas laquelle de vous deux veut répondre, Yasmina. Comment on fait pour détecter qu'on a du diabète ? Parce qu'on n'est pas forcément avec. Alors, pour tout ce qui est partie, on va dire, les symptômes de la maladie et tout ce qui touche au diabète, déjà, dans un premier temps, on peut avoir des signes qui peuvent survenir pour les personnes qui ressentent peut-être différents signes. Ils iront voir leur médecin plutôt, leur infirmière ou leur médecin pour avoir des informations si ce sont des signes qui sont alarmants ou pas. Je laisserai plutôt Emma répondre à cette question-là. Emma, quand on boit beaucoup de canettes de soda, 3 ou 4 par jour, hein, ce qui est peut-être une moyenne ici, que l'on mange beaucoup de produits frits, que l'on mange aussi quelquefois des mabawa, voire des trucs encore pires, genre des hamburgers, on est plus à risque ? Bien sûr. La mauvaise alimentation, ça fait partie des facteurs de risque du diabète et aussi de l'hypertension. Mais il y a d'autres facteurs de risque qui rentrent en compte, comme un terrain familial, c'est-à-dire des personnes qui, dans leur famille, ont déjà des personnes malades, diabétiques ou hypertendues. Et aussi, les personnes en surpoids sont plus à risque de développer ces maladies. Et la sédentarité, c'est-à-dire le fait de ne pas beaucoup faire de sport et d'activité physique. Alors, il y a plusieurs formes de diabète, je crois. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs types de diabète. Dans notre campagne, on va cibler le dépistage du diabète de type 2. Voilà. Donc, le diabète de type 2, c'est celui qui est lié à la malbouffe, quelque part, et aux mauvaises conditions de vie. Entre autres, et c'est un diabète qui intervient plutôt à l'âge adulte. Qui commence après 30 ans, donc. Voilà, plus ou moins après 30 ans, oui. Alors, on dit on ne fait pas assez de sport. Ça veut dire quoi ? Parce que moi, personnellement, j'ai quand même l'impression de marcher beaucoup. J'ai l'impression de monter quand même pas mal de marches. Et pourtant, j'ai le sentiment de faire du sport, mais j'en fais pas. Alors, il faut savoir qu'on différencie 2 termes, en fait, la sédentarité et l'inactivité physique. Oui. Donc la sédentarité, c'est en fait le fait d'être assis au moins 8 heures, être en position assise au moins 8 heures dans la journée. Donc ça va être les moments, par exemple, où on va être en voiture, on va être assis dans son canapé, pardon, quand on va être au bureau. Tous ces temps-là, ces temps passés assis, ce sont des temps sédentaires. Ah ben je fais partie de ces gens, moi. Oui, il n'y a pas de honte à avoir. La plupart des personnes, actuellement, si on n'a pas un travail qui nous pousse à être actif, on est sédentaire. Moi aussi, je travaille dans un bureau, donc même en étant une personne qui pense que l'activité physique c'est important, je suis quand même sédentaire au quotidien.
Et l'autre partie, c'est le fait de ne pas atteindre les recommandations qui sont demandées par semaine pour pouvoir faire de l'activité physique. Donc ça veut dire au moins 30 minutes par jour, ce qui équivaut à peu près à 150 minutes par semaine. Alors 30 minutes par jour, mais c'est 30 minutes où on marche ou c'est 30 minutes où on fait de la gym? C'est quoi 30 minutes? Parce que 30 minutes par jour, au moins ça ce sont les recommandations minimales. Ouais. Donc ça veut dire 30 minutes à être actif. Donc je marche, je vais à la boulangerie acheter mon pain, je vais faire mes courses en marchant. À la pause déjeuner, je sors pour marcher un petit peu. Tout ça, ce sont des temps actifs. De même aussi que le ménage, ce sont aussi des temps actifs dans notre quotidien. Donc tout ça, c'est à valoriser. Mais il faut savoir qu'on espère que les personnes puissent atteindre des temps actifs à intensité modérée. Donc ça veut dire que là, on est un petit peu essoufflé quand même. On sent qu'on a fait un petit effort. Et donc c'est ça qu'il faut essayer d'atteindre par jour. c'est ça, donc de se dire, bon ça y est, je suis fatiguée. Voilà, je me suis fatiguée, voilà, j'ai vraiment fait un effort, mais pas juste la petite balade avec le chien pour lui faire ses besoins, ou bien voilà, juste à aller faire un petit tour de la maison pendant 10 petites minutes. Il faut vraiment qu'on se mobilise et qu'on sente qu'on a fait un effort. Aujourd'hui, Emma, en termes de diagnostic, les gens qui ont du diabète de type 2, donc celui qui est acquis par de mauvais comportements de vie, ils sont nombreux à Mayotte, vous en voyez beaucoup, et vous voyez beaucoup de gens qui savent qu'ils mangent mal mais qui s'en fichent? Alors, je ne peux pas trop vous dire pour l'instant, on n'a pas encore dépisté ces personnes-là, mais oui, il y a beaucoup de personnes à Mayotte qui présentent ce diabète de type 2, oui. Le but de la campagne que vous lancez la semaine prochaine, c'est quoi précisément? Alors, le but, c'est de permettre aux personnes ne se connaissant pas diabétiques ou hypertendues de détecter cette pathologie le plus tôt possible dans leur vie et d'éviter les complications qui peuvent survenir plus tard dans la vie de cette personne malade et surtout d'éviter qu'ils découvrent leur maladie sur un cas d'urgence, comme arriver aux urgences pour un AVC quand on a eu de l'hypertension pendant des années sans le savoir. Et sans soigner. Et sans se soigner, bien sûr. Donc du coup, la campagne, elle va prendre quelle forme? Une semaine pour se dépister, super, mais imaginons, j'ai envie, je sais pas, j'ai envie de savoir si je suis hypertendue. Comment je fais? Je vais où? Je fais quoi? À quelle porte je tape? Alors, cette campagne elle va se dérouler toute la semaine prochaine, du 13 au 17 septembre. Ouais. Et on sera tous les jours dans 14 points différents de l'île, 14 communes différentes qui changeront tous les jours. Les points et les lieux exacts sont à retrouver sur le site de l'ARS. La page Facebook ou le site internet? Les deux, vous pouvez retrouver, oui. Donc la personne se présente spontanément sur le stand et donc se fera dépister de manière gratuite et anonyme. Et comment on se fait dépister? Parce que moi, j'aime pas avoir mal. Alors, en ce qui concerne l'hypertension, on la dépiste avec une prise de tension classique avec un brassard. Donc ça fait pas mal? Ça fait pas mal. Et ça prend quelques minutes? Voilà. C'est rapide? Oui, on peut dire une dizaine de minutes, on aura fait les deux dépistages. Et concernant le diabète, c'est une mesure du sucre dans le sang qu'on fait... Donc on fait une piqûre? On fait une toute petite piqûre au bout du doigt et Ah oui, c'est pas une énorme prise de sang? Non, on fait pas de prise de sang sur les stands. On fait simplement une piqûre sur le bout du doigt. On récupère une goutte de sang et on mesure avec un petit appareil le taux de sucre. Et le résultat est connu immédiatement. Alors si donc je vais dans l'un des 14 points dont vous faites mention, on découvre que j'ai du diabète ou que j'ai de l'hypertension, voire dans le pire des cas les deux. Qu'est-ce qui m'advient? Alors, je suis désespérée sur le moment, mais je fais quoi après? Le diagnostic complet ne sera pas connu le jour même. On va dire que c'est un pré-diagnostic et ce dépistage doit conduire la personne à aller consulter après. Un médecin ou un spécialiste au CHM? Un médecin, tout à fait. Un généraliste? Un médecin généraliste, voilà, ou aller en dispensaire
un des dispensaires sur l'île. Voilà. Et là, il va faire quoi, le médecin généraliste? Je lui explique en fait que dans le cadre de la campagne que vous avez mise en place, je suis allée me faire dépister et je suppose que je repars avec un papier qui me fait un constat du dépistage que je remets à mon médecin, c'est ça? Tout à fait, oui. On va faire une petite note. Si vous avez votre carnet de santé, on écrira dans le carnet de santé. Et le médecin pourra retrouver les résultats du dépistage et procéder à des analyses complémentaires en fonction de ce résultat. Et après, donc je vais être prise en charge donc dans le cadre du dispensaire ou dans le cadre effectivement des consultations chez mon médecin. Oui. Et ma vie, elle va changer. Qu'est-ce qui m'arrive à ce moment-là? Parce qu'on dit comme ça, on rigole, tout ça, oui, on boit beaucoup de coca et tout, mais le jour où on vous dit ça y est, madame, vous avez du diabète, là, on bascule quand même. On devient quelqu'un qui a une maladie chronique. C'est grave. Alors, c'est grave. Moi, je dirais que c'est grave si on le prend pas en compte. Ouais. Maintenant, l'intérêt quand même de connaître sa pathologie, c'est effectivement sa vie va changer parce qu'il va falloir prendre des médicaments pour contrôler son diabète ou son hypertension. Mais l'intérêt, c'est quand même d'éviter des complications graves qui peuvent intervenir. Par exemple, pour le diabète, ça peut aller jusqu'à des amputations, voilà, des problèmes de cicatrisation, de reins, on peut être dialysé. Et ça, je pense que c'est encore plus contraignant que de prendre des traitements au quotidien, même si on est bien conscient que ça l'est. Mais voilà, ça réduit quand même les contraintes dans sa vie quotidienne. Alors, quand on a un diabète de type 2, diagnostiqué dans le cadre de la campagne, on est pris en charge, on est quelqu'un de sérieux, on se prend en main. C'est quoi le traitement médical? En fait, c'est quoi les médicaments que je dois prendre? Il va falloir toutes les heures que je pique mon petit doigt pour mesurer mon taux de sucre et derrière prendre un traitement adapté en fonction des résultats. C'est ça qui se passe? Alors, concernant le diabète, il y a beaucoup de traitements différents. D'accord. Et j'ai envie de dire que chaque diabétique aura un traitement différent. Chaque diabétique... En fonction de la gravité. Exactement. Et en fonction de sa réponse au traitement qui sera proposé. D'accord. Donc, il y a plusieurs traitements qui existent. Les différents types? Il y a des traitements, voilà, des médicaments qu'on prend tous les jours. Et il y a également des traitements qui se font par injection et qui peuvent être tous les jours ou plusieurs fois par semaine aussi. D'accord. Est-ce que au moment où je suis prise en charge, on m'explique ce que j'ai plus le droit de manger? C'est-à-dire que est-ce qu'on m'accompagne? Parce qu'au-delà on me dit voilà, tu as du diabète, le but du jeu, c'est pas que ça augmente. Le but du jeu, c'est quand même de stabiliser les choses. Et on m'accompagne, on me dit tu dois plus manger ça, tu dois faire du sport. Comment au-delà du traitement médical, on me parle, on m'explique les choses? Alors effectivement, le traitement s'accompagne d'une hygiène de vie saine, mais ça, c'est vrai pour tout le monde finalement, c'est pas vrai que pour les personnes malades. Et je pense que c'est pas un changement qui doit s'opérer du jour au lendemain. On ne va pas réduire drastiquement le sucre, le sel et le gras dans son alimentation. C'est des efforts qui doivent être faits sur du long cours et adapter voilà, son alimentation petit à petit avec des petites astuces. Effectivement, les personnes peuvent être accompagnées et notamment, je pense au réseau Rediabilang qui est présent à Mamoudzou et qui accompagne les personnes diabétiques voilà, pour améliorer leur hygiène de vie. Il y a des diététiciens sur place qui peuvent conseiller ces personnes. Alors, Yasmina, voilà, j'ai fait le diagnostic, la mauvaise nouvelle est tombée, je suis prise en charge par mon médecin, mais mon médecin me recommande de me bouger un peu et de faire de l'activité physique. Sauf que voilà, je ne suis pas sportive, j'ai beaucoup de mauvaise foi en moi, donc je dis que j'ai pas le temps, que je suis nulle, que j'aime pas, que plein de choses. Comment vous conseillez ces personnes nouvellement malades à commencer à bouger en fait?
Comment on se met à faire du sport à 35-40 ans alors qu'on a des petits-enfants, une maison à entretenir, un travail, une vie de famille et que bon, bah voilà, le temps en manque et puis la motivation aussi parce qu'on est cuit, hein, on travaille toute la journée, on vit les bouchons, on les subit, les enfants le soir sont eux aussi fatigués. Bref, quand on a fini sa vie de maman, sa vie de professionnelle, on est cuit quand même, cuiteux. Oui, cuit ou cuiteux, ça peut être pour les hommes et pour les femmes. Effectivement, les personnes qui sont diabétiques sont des personnes comme toutes les autres. Hein, oui. Elles ont un manque de motivation peut-être pour l'activité physique. Nous, l'idée en fait, c'est de pouvoir donner des informations aux personnes, leur dire comment essayer au quotidien déjà d'augmenter leur temps actif. Donc on parlait tout à l'heure des tâches ménagères, on parlait de la petite balade en extérieur. Donc l'idée c'est d'augmenter au fur et à mesure déjà ce qu'on peut faire, par exemple se lever, faire des étirements le matin. Dès qu'on se réveille, peut-être déjà commencer à faire des étirements. Le soir, au lieu de... Mais quand on ne sait pas les faire, les étirements, parce que voilà, faire ça, c'est chouette, mais quand ça fait pas qu'on est essoufflé, hein, oui. Un petit peu gêné, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on ne sait pas faire, quand on ne sait pas comment s'y prendre, à quelle porte on peut aller frapper? On vient chez vous? Alors, justement, j'allais y venir. Donc, dans un premier temps, peut-être leur expliquer que c'est important. Déjà, avoir l'information que ce qui est important, c'est de pratiquer régulièrement, qu'il y a des moyens de faire des exercices tout seul chez soi si on a peur d'aller frapper justement à la porte d'une association. Donc l'idée c'est de commencer par là et ensuite nous au CROSS on sensibilise les éducateurs sportifs et les animateurs sportifs à justement accueillir ce type de public qui ont des pathologies ou bien qui sont sédentaires tout simplement, qui n'ont pas pratiqué depuis des années. Donc à pouvoir s'approcher d'eux, leur donner les bons conseils, faire de la prévention aussi, bien avant la survenue d'un diabète ou d'une éventuelle autre pathologie. Et puis ensuite de pouvoir leur proposer des exercices qui sont adaptés, donc soit une intensité moindre, des activités qui sont plus ludiques, pas forcément très sportives comme du foot, quelque chose oui. de très, on va dire, que les gens pensent que c'est intense et difficile, mais quelque chose de simple, peut-être des activités de fitness, du renforcement musculaire, des jeux de ballon, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Et sur le territoire, on a à ce jour 15 associations qui se sont formées, qui ont fait former leurs éducateurs sportifs pour pouvoir proposer à ce type de public des activités. Où est-ce qu'on peut trouver la liste, Yasmina, de ces 15 associations? Parce que je suppose qu'elles sont réparties sur le territoire. Alors, on a sur le site du CROSS, dans l'onglet Se bouger. Donc, c'est crossmayotte.fr. C'est quoi le site? C'est ça, c'est crossmayotte.fr, il me semble. Et vous allez donc sur la rubrique Sport Santé, oui. Se bouger. Et là, vous avez la liste, une carte avec les 15 associations qui sont référencées. Et puis, on est en relation avec des associations qui cherchent toujours sans forcément avoir passé la formation, mais à se sensibiliser à cette thématique-là. Et donc, nous, l'idée, c'est de pouvoir ensuite les mettre en relation et ces associations avec les publics qui sont demandeurs pour pouvoir créer des projets, des événements, des temps pour pouvoir échanger et sur l'alimentation et sur l'activité physique et plein d'autres thématiques en lien avec la santé. Mais alors, du coup, quand le Centre communal d'action sociale de la ville de Mamoudzou organise à peu près tous les mois une balade santé au travers de la verdure du chef-lieu entre générations, quand on participe à ce genre d'activité, je prends l'exemple de Mamoudzou, mais je sais que Chiconi le fait aussi, d'autres communes le font, là on va dans le bon sens. Exactement. Nous, on est en relation avec des associations parce qu'on essaie de créer un réseau d'associations qui proposent ces activités, mais il faut savoir qu'il y a aussi plein d'associations autres et des structures qui proposent des actions pour le public en lien avec le sport santé pour justement améliorer la santé, être plus actif, manger mieux. Il y a plein d'initiatives qui sont partout sur le territoire et nous l'idée c'est de pouvoir les mettre tous en lien, mais il y a beaucoup d'initiatives qui se font déjà. On parle de diabète, on parle d'hypertension artérielle, on parle de ces maladies qui sont quand même graves et qui, dans la plupart des cas, sont liées à une mauvaise hygiène de vie, à un mauvais comportement alimentaire. Et on parle de cette campagne qui est lancée par l'ARS à partir de la semaine prochaine. Dans 14 points du département, vous pourrez trouver des centres de dépistage et des centres d'information sur ces maladies, sur les conduites à tenir, et puis aussi ce qu'il faut faire pour ne pas être
d'autres malades. Alors, Yasmina, les 14 centres, effectivement, on trouve leur adresse, comme vous le disiez tout à l'heure, Emma, sur la page Facebook de l'ARS ou sur le site internet de l'ARS. Mais Yasmina, une fois qu'on s'est fait dépister, ça on en a beaucoup parlé pendant la première partie de l'émission, dans cette campagne, enfin dans cette campagne et dans ces centres d'information, qu'est-ce qu'on va trouver précisément en plus de la table où on se fait prendre l'attention et où on se fait piquer le doigt? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette campagne? Alors, nous, avec l'ARS, on a échangé sur aussi l'importance de pratiquer une activité physique régulière pour avoir une bonne hygiène de vie, une bonne santé. Et donc, on a eu l'idée de pouvoir justement combiner l'activité physique et la santé en proposant également des activités au niveau des stands. Ah. Donc, on va retrouver sur certains sites des stands avec des associations ou des structures qui sont sur le territoire qui proposent des activités physiques. Et c'est pour permettre aux personnes avant le dépistage ou après le dépistage, de venir à la rencontre de ces structures, de poser des questions, leur demander où est-ce qu'elles interviennent, comment elles peuvent venir pour pratiquer, et peut-être avoir aussi quelques conseils en lien avec comment pratiquer l'activité physique à la maison, tranquillement. Voilà. Et tout ça, c'est des informations qui vont être donc mises à disposition de ceux qui veulent. C'est gratuit, donc on peut y aller. Il n'y a pas besoin de sa carte de sécurité sociale pour se faire dépister. Et les infos ou s'entraîner, tout ça, c'est gratuit pour tout le monde. Tout est gratuit, justement. Ça se fait dans le cadre en fait, du mois Sentez-vous Sport. Donc on a décidé de joindre cette opération nationale-là qui est de l'initiative du CNOSF. Donc c'est l'antenne, le CNOSF, le Comité national olympique et sportif, donc qui est l'antenne mère du cross en métropole, donc qui souhaite qu'à l'occasion du mois de septembre, qui est la rentrée sportive, que toutes les associations puissent ouvrir leurs portes à tous ceux qui ont envie de pratiquer des activités ou bien de venir se renseigner pour tester des activités. Et puis tout simplement mettre un pied dans le milieu de l'activité physique pour commencer cette année. À faire des choses. Voilà. Alors, mesdames, je ne sais pas laquelle de vous deux répondra, mais alors, il y a ceux qui sont déjà malades et là, effectivement, il faut se prendre en charge. Mais il y a aussi ceux qui se disent je bois peut-être un peu trop de boissons sucrées ou quelquefois je suis maman ou papa d'un ado qui boit beaucoup de coca ou de boissons sucrées. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois éviter? Quel comportement, si je fais la cuisine à la maison, je dois adopter pour éviter justement ou limiter les risques? Alors, il y a beaucoup de possibilités pour améliorer son alimentation. Je le disais tout à l'heure, ça prend du temps, il ne faut pas se mettre la pression non plus. Oui. Essayer de remplacer petit à petit les boissons sucrées par de l'eau, tout simplement. Et boire de l'eau en quantité suffisante, c'est-à-dire 1 à 2 litres par jour. Essayer de préférer la cuisine à l'eau ou à la vapeur plutôt qu'à l'huile. Des petites choses comme ça, voilà. On peut améliorer sans finalement changer les aliments en eux-mêmes, mais améliorer la cuisson, etc. Les produits qui sont quand même à éviter au maximum. Alors on l'a dit, l'huile, le beurre, mais voilà, parmi tout ça, on peut très bien vivre, par exemple, sans manger de hamburger. On peut juste manger le steak haché, sans le bacon, sans le fromage et sans le pain. Qu'est-ce qu'il faut se dire qu'on évite en fait? Oui, alors, de manière générale, il faut éviter le maximum de sel, de gras et de sucre. Mais je pense qu'il faut surtout favoriser les légumes, essayer d'augmenter la quantité de légumes et de réduire la quantité de féculents, par exemple. Ce qui fait qu'on va quand même manger le féculent qu'on aime bien, mais... moins souvent. Mais voilà, en plus petite quantité. Voilà. L'idée, c'est pas d'arrêter du jour au lendemain. Si on aime les frites, par exemple, si on aime les mabawa avec son verre de coca, c'est pas de se dire plus jamais j'en mangerai. C'est peut-être d'introduire d'autres aliments pour en manger moins souvent. C'est ça que vous nous dites. Oui, tout à fait. En fait, le but, c'est pas de se priver. Le but, c'est de réguler en fait le nombre de fois où on se fait plaisir par découvrir d'autres goûts. Par exemple, des haricots verts avec un petit peu d'ail, c'est bon. Tout à fait. Les frites aussi, c'est bon, mais les haricots verts, c'est pas mal non plus. Il faut juste découvrir d'autres choses. C'est ça l'idée, en fait, pour ne pas tomber dans les risques. Comment on fait avec un ado qui vous dit ouais, maman, t'es bien gentille, mais enfin, tes haricots verts, qu'est-ce qu'on fait?
peut-être essayer d'organiser un petit peu. Si par exemple on a mangé des frites parce qu'il aime absolument les frites, si on en a mangé lundi, on va essayer le reste de la semaine de varier avec d'autres choses qu'il peut aimer aussi. Ou bien, comme vient de dire Emma, essayer dans l'assiette de proposer des frites, mais aussi d'autres choses. Comme ça, on aura la portion de féculents, la portion de frites qu'il aime tant, et puis d'autres aliments. Il se sentira moins frustré peut-être. Pour les personnes, mesdames, qui sont diabétiques mais qui ne le savent pas, et qui vivent leur vie sans le savoir, en ayant quelquefois peut-être un peu les vertiges et autres, mais qui n'y prêtent pas attention. Quelles sont les conséquences de cette maladie? Qu'est-ce qu'on peut avoir de pire si on ne se soigne pas ou si on ne fait pas attention à ce qu'on mange? Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, le diabète, s'il n'est pas traité, il peut altérer de manière générale tous les organes du corps et peut entraîner des complications graves et irréversibles. Voilà, j'évoquais tout à l'heure les amputations, les dialyses, c'est-à-dire que nos reins ne sont plus en capacité de faire leur travail et il faut se rendre à la dialyse 3 fois par semaine pour compenser. Voilà, ça, c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux, très contraignant aussi parce que ça nous oblige à rester proche du lieu de la dialyse, quoi. Il y a des complications de l'ordre de troubles sexuels, par exemple, aussi, qui peuvent intervenir. Des complications neurologiques, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, des troubles de la vision également. Voilà, plein de choses qui peuvent toucher finalement tout le corps, quoi. Quand on est diabétique de type 2 et qu'on se soigne, enfin qu'on fait les choses correctement, telles qu'on les a décrites tout à l'heure, c'est pour toujours ou on peut guérir? Alors, que ce soit le diabète ou l'hypertension, ce sont des maladies chroniques, ça veut dire qu'ils vont durer toute sa vie. On ne peut pas guérir de ces 2 maladies, mais ce qu'on peut faire, c'est les équilibrer, c'est-à-dire, grâce au traitement, avoir une vie normale avec la maladie qui ne va pas entraîner ces complications-là. L'hypertension artérielle, HTA, c'est des choses que tout le monde a entendues, c'est dans le langage courant. Je ne suis pas certaine que les gens savent réellement ce que c'est. Moi, je ne sais pas d'ailleurs. C'est quoi l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle, c'est la pression du sang qui est trop élevée par rapport à la normale. C'est-à-dire que le sang va être néfaste quand il va passer dans les artères. Parce qu'il va trop vite. Il va trop vite, la pression est trop forte, ouais. Et il va abîmer les artères. Et quand il abîme les artères, c'est quoi le risque derrière? Le risque de l'altération des artères, le risque principal, c'est de faire un AVC à un moment donné ou un autre dans sa vie. Mais ça peut être d'autres choses. Peut-être moins alarmantes sur l'instant, mais des problèmes de cicatrisation, par exemple, ou des maux de tête, voilà, des petits signes, mais qui vont découler sur des complications plus graves après. Quel est le lien entre hypertension artérielle, malbouffe ou mauvais comportement alimentaire et manque d'activité physique? Comment est-ce que les deux peuvent conduire à faire de l'hypertension? Alors, en ce qui concerne l'alimentation, ce qui va surtout jouer contre plutôt l'hypertension, c'est le sel et le gras, parce que le sel va augmenter la pression dans les artères. Ah oui. Et le gras va avoir tendance un peu à boucher les artères. Ça, c'est pour la partie alimentation. Pour la partie sport, le sport, de manière générale, est bon pour la santé et permet de réduire les risques en santé de manière générale. Donc, il va aussi permettre d'assouplir les muscles, d'assouplir les tissus du corps, qui font que la pression, encore une fois, dans ces artères va baisser un peu.
Est-ce que c'est obligé d'avoir et de l'hypertension, je pense que c'est pour vous Emma cette question, est-ce que c'est obligé d'avoir et du diabète et de l'hypertension ou ça peut être deux choses complètement distinctes? On peut avoir l'un sans avoir l'autre? Oui, c'est complètement distinct. Il n'y a pas de lien entre ces deux pathologies. On a décidé de les dépister toutes les deux parce que c'est vrai qu'elles ont les mêmes facteurs de risque, c'est-à-dire voilà, ce qu'on disait, l'alimentation, la sédentarité et le terrain familial. Maintenant, c'est deux pathologies bien distinctes. Alors, Yasmina, dans les associations qui accueillent effectivement des publics plus à risque, donc un peu sédentaires, et puis qui ont été dépistés et diagnostiqués positifs au diabète ou bien à l'hypertension, le profil des gens qui frappent aux portes des associations, c'est lequel? Ils ont quel âge les gens? C'est des hommes, des femmes? Quel âge? Quel poids? Alors, en fait, les publics qu'on retrouve dans les associations, c'est plutôt un public féminin. Parce que les hommes, on va plutôt les retrouver dans des clubs de sport, donc plutôt au foot, voilà, dans le domaine sportif. Alors que les femmes, elles sont à la recherche d'une activité physique pour pouvoir justement essayer de repousser ces problèmes-là de santé. Donc on a plutôt un public féminin. On a des femmes, ça peut aller très bien de 18 à une soixantaine d'années, voire plus, pour des créneaux qui sont réservés aux personnes âgées. Et puis ensuite, on a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément qu'elles sont atteintes de ces pathologies. Donc pour l'hypertension, le diabète, sont des maladies qui sont silencieuses. Les symptômes ne sont pas forcément visibles. Donc on peut se retrouver avec des personnes qui viennent pratiquer et puis elles vont détecter peut-être certains signes, des vertiges ou bien peut-être un certain essoufflement, des maux de tête. Et après des échanges avec des éducateurs qui sont sensibilisés, soit c'est quelque chose de bénin qui n'a absolument rien à voir avec la pathologie, soit effectivement les éducateurs peuvent les conseiller d'aller consulter un médecin s'ils voient que ces problématiques-là sont récurrentes et que c'est problématique pour la pratique. Mais Yasmina, quand même, dans la culture mahoraise, une belle femme, elle est charnue, elle est épaisse, donc elle mange beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui pose problème, où il faut expliquer à une femme qui a envie d'être jolie, et je pense que nous toutes, on a envie de l'être, qu'il faut quand même qu'elle fasse attention à son alimentation, parce que son envie de beauté, elle peut aussi être ennuyeuse par rapport à sa santé. Comment on explique ça à une femme? En fait, déjà, ce n'est pas forcément une personne qui a des formes, qui a un léger surpoids, qui sera forcément malade. Si vous avez un surpoids, que vous aimez bien manger des gâteaux sucrés de temps en temps, mais qu'à côté, vous faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette, vous avez votre dessert préféré, vos frites que vous aimez avoir une fois par semaine, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est vraiment pousser les personnes à, vous avez vos petites envies, vos petits péchés mignons. À côté, essayer de pratiquer régulièrement parce que même indépendamment de l'alimentation, l'activité physique, ça peut déjà améliorer la santé cardiovasculaire. Ça va permettre d'entretenir le cœur, de mieux respirer, d'avoir plus d'endurance, d'être plus souple. Parce qu'il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Il n'y a pas que l'endurance, on peut aussi faire des assouplissements. Donc tout ça, ça va être bénéfique. Donc essayer de travailler bien sûr sur l'alimentation pour être sur son poids idéal, mais ce n'est pas parce qu'on est plus grosse ou bien qu'on a un surpoids que ça ne peut pas avoir des bénéfices sur la santé. Donc en fait, on peut combiner son envie et ses standards de beauté avec une alimentation la plus équilibrée possible. Oui, c'est possible. Après, nous, en tant qu'éducateurs en activité physique, on ne peut pas déterminer, pour les personnes, c'est quoi leur poids, est-ce que le poids est problématique ou pas. Ça se fait aussi en fonction de leur ressenti. Si elles ont déjà des problématiques de santé, bien sûr, le médecin leur dira que peut-être effectivement il faut perdre du poids. Mais là, tout ce qui concerne l'alimentation, ce ne seront plus des messages de prévention, mais ça sera plus peut-être aller consulter une diététicienne pour essayer de voir comment rééquilibrer leur assiette. Et puis voilà, mais pas se focaliser sur la perte de poids, parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est vraiment essayer de pratiquer plus et d'avoir une meilleure hygiène de vie en général avec l'alimentation et le sport. Et l'activité physique. On vit avec des gens, on est entouré par ses proches, par sa famille, par des gens qu'on aime, et quelquefois on a autour de soi des gens dont on pense que leur hygiène de vie n'est pas au top, qu'ils ne mangent pas forcément très bien, qu'ils sont trop sédentaires. Comment on peut les convaincre d'aller la semaine prochaine se faire dépister? Quel message il faut leur faire passer pour les convaincre de venir vous voir dans l'un des 14 points la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit que c'est l'occasion
pour eux de connaître leur statut, s'ils sont malades ou pas. Et puis, ils vont pouvoir prendre connaissance du CROSS qui sera présent. On va pouvoir aussi leur donner des petites astuces de cuisine. Il y aura des diététiciens sur les stands. Donc, ça sera aussi un moment convivial. Voilà, et puis l'intérêt, encore une fois, c'est pour la santé de chacun. Les points sont fixes ou sont mobiles ou c'est les deux? Parce que vous disiez que c'était dans 14 endroits, que ça allait un peu changer de lieu, mais du coup, c'est pas hyper clair pour moi. D'accord. Alors effectivement, il y a des points qui seront mobiles et qui changeront tous les jours. Et on a certains points qui vont rester toute la semaine. Ce qui veut dire, par exemple, si je prends la commune de Bouigny, ça peut tourner, parce qu'elle elle n'est pas grande, mais elle est très étendue. Ce qui veut dire que dans ce qui est mobile, on peut avoir un jour dans un village et un jour dans un autre village pour permettre à plus de gens d'avoir accès au dispositif. C'est ça, en fait. Il n'y a pas une petite voiture qui tourne 2 heures par-ci, 2 heures par-là, non. Non, on sera à un lieu toute la journée et on changera le lendemain. C'est de quelle heure à quelle heure que l'on peut vous rencontrer? De 9h à 16h. Non-stop. Non-stop. Et on trouve sur le site internet de l'ARS, la page Facebook de l'ARS, la liste des lieux où vous pouvez donc aller vous faire dépister dès lundi à partir de 9h jusqu'à samedi ou jusqu'à vendredi? Alors c'est de mardi à samedi. De mardi à samedi, de 9h à 16h, on peut aller donc se faire dépister, récupérer aussi de l'information et se former un peu sur les manières d'apprendre à être moins sédentaire et à être plus mobile et à commencer à pratiquer une activité sportive. Mesdames, le but de cette campagne ultime, parce que si on dit qu'une personne sur 6 ici a le diabète, c'est aussi de préserver les générations qui viennent. C'est-à-dire que si on forme les mamans d'aujourd'hui et les papas d'aujourd'hui, peut-être que les enfants de demain seront mieux mangés. Tout à fait. Les habitudes alimentaires, on espère qu'elles vont se transmettre de génération en génération. Oui. Quand même une question, on vit une période d'inflation qui est importante. Quand on va dans les supermarchés de la place, on voit les tomates, j'arrête pas de le dire ici sur ce plateau, à 10,95 € le kilo, les haricots verts pareil, à 9,90 €. Enfin bon, moi très honnêtement, j'en achète pas, je trouve ça excessif. Et donc forcément il faut bien manger, donc on va se rabattre quelquefois sur des pâtes, sur du riz, forcément c'est moins cher. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Comment il faut se raisonner? C'est quoi le conseil que vous donneriez à celles et ceux qui doivent remplir le frigo de la maison? En effet, on a bien conscience que c'est pas forcément toujours accessible à tout le monde, que c'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, on n'a pas forcément la solution pour le porte-monnaie. C'est pas non plus pour culpabiliser les gens. Encore une fois, on essaie de tendre vers une meilleure alimentation en donnant les informations aux gens. Et après, chacun fait un peu comme il peut, quoi. Essayer d'introduire les légumes au maximum sans forcément culpabiliser du fait qu'on ne puisse pas s'en offrir tous les jours. Est-ce que l'alternative aux produits faits qui en ce moment sont très chers, est-ce que ça peut être un peu les produits, les légumes congelés? Tout à fait, les légumes congelés. Qui sont beaucoup moins chers pour le coup. En conserve, en fait, dans n'importe quelle forme, ils sont bénéfiques. C'est pas obligatoirement des légumes frais. C'est ça. Donc en fait, si on ne peut pas acheter à 10,95 € son kilo de tomates ou bien ce qu'on veut à côté, on peut très bien aller dans le rayon des boîtes de conserve et acheter des haricots verts en boîte ou des petits pois en boîte. Tout à fait, oui. Il faut aussi se dire que les personnes, elles veulent des tomates toute l'année, mais les tomates ne posent pas forcément toute l'année. Donc c'est pour ça qu'à des moments, on la retrouve à 10 € le kilo. Donc peut-être se concentrer sur des produits qui sont de saison pour avoir des produits qui soient plus courants et donc moins chers. Il y a plusieurs alternatives pour pouvoir manger local et manger frais. Bien sûr, les surgelés et les boîtes de conserve, c'est une bonne alternative, si jamais c'est trop cher pour certains produits. Mais il y a aussi des ateliers qui sont proposés par des diététiciennes pour pouvoir réfléchir à comment adapter.
peut-être utiliser un aliment de base et le décliner en plusieurs recettes différentes. Ça fait plusieurs plats dans la semaine. Comme le fruit à pain, par exemple. Par exemple, oui, il y a des gratins qu'on peut faire. On ne se dit pas forcément parce qu'à Mayotte, le gratin, c'est pas quelque chose qui est très courant, mais il y a le gratin, il y a au four, il y a plein de choses différentes à faire. Et puis après, peut-être aussi essayer de se concentrer sur des choses qu'on faisait avant et récupérer les breads qu'on mange moins. Et voilà. Donc il y a des diététiciennes qui proposent, et je crois d'ailleurs qu'Aredia Bilang, dont on parlait tout à l'heure, ils proposent ce type d'atelier pour les personnes qui se demandent comment faire avec un porte-monnaie réduit. En fait, c'est aussi reprendre contact avec la nature en fait, et redécouvrir les saisonnalités, les rythmes des saisons, et donc les fruits et les légumes qui vont avec pour adapter son alimentation et pas vouloir à tout prix, comme vous le disiez, manger des tomates toute l'année. Et ces mauvaises habitudes qu'on a prises, effectivement. Alors, il est bientôt l'heure de se séparer, c'est bientôt la fin de cette émission. Vous pouvez nous rappeler les principes clés de cette campagne, où on vous trouve, quand et le but? Alors, on nous trouve dans 14 lieux différents tous les jours. Les lieux sont détaillés sur le site de l'ARS, entre 9h et 16h. On vient dans les établissements, dans les points de rencontre. Il y aura une équipe un peu spécialisée côté santé, un peu spécialisée côté sport. Le côté santé, c'est pour faire les diagnostics et récupérer de l'information, comprendre ce que sont ces maladies, le diabète et l'hypertension artérielle, qui, je le rappelle, sont des maladies quand même de la malbouffe et puis des maladies de la sédentarité et de je ne fais pas de sport, hein. Trop de téléphone portable, trop de télé, trop d'écran, trop de tout ça, alors que on peut aller marcher dans la nature. On peut se faire diagnostiquer que ça fait pas mal, que ça va très vite et qu'en quelques minutes on sait si tout va bien, tout va bien. Si un petit souci est détecté, chacun est renvoyé ensuite vers une consultation médicale pour approfondir la situation et mettre au point le traitement qui va bien. Pendant la campagne, on découvre aussi tout ce qu'il y a à savoir sur l'activité sportive. Moi, quand je vous écoute, j'ai presque envie de me mettre à faire du sport, vous voyez. Donc, toute cette information, elle est rendue disponible du public qui va fréquenter ces 14 lieux. Et puis, peut-être le message à rappeler, c'est que beaucoup d'entre nous à Mayotte, on vit avec l'une de ces maladies sans le savoir et que les complications, elles sont importantes et elles peuvent même aller jusqu'à la mort ou jusqu'au handicap, parce que l'AVC, c'est quelque chose d'handicapant ou qui, quelquefois, fait qu'on meurt. Oui, il ne faut pas l'oublier. Donc, se prendre en charge, c'est important. Merci beaucoup, mesdames, de votre temps et d'avoir transmis toutes ces informations. Je pense qu'on y voit tous plus clair. Merci. Et puis, rendez-vous à partir de lundi à 9h dans l'un des 14 points qui seront mis en place par l'ARS pour nous informer et pour nous aider à nous prendre en charge si d'aventure on est malade. À très vite, mesdames. À bientôt. Au revoir.